Donc ce réseau-là, eh bien, les plus performants, ils l'activent naturellement. Il faut que j'ai plus de connaissances pour pouvoir écrire. Ça, c'est vraiment la réaction première du phylocognitif. 90 à 95% de notre activité cérébrale est une activité inconsciente. Pour être en état d'intelligence, il faut justement arrêter de penser. Il faut se mettre en action. En fait, l'état d'intelligence suppose d'être vraiment plutôt dans une forme d'intuition qui se transforme en instinct. Vous connaissez la différence entre intuition et instinct ? Peut-être pas, hein ? Oui, c'est dans le livre. Eh bien, lisez le livre, figurez-vous. L'intuition, en fait, c'est ce que d'autres appellent peut-être la pensée en arborescence ou minute neurophysiologique. Quand vous faites un apprentissage, cet apprentissage, d'abord, il commence par le préfrontal. C'est-à-dire que vous allez, quand vous apprenez quelque chose, d'abord réfléchir beaucoup. Le préfrontal, c'est justement l'organe penseur, on peut dire, du cerveau, la partie penseuse du cerveau. Donc là, vous allez réfléchir beaucoup. Si vous apprenez le tennis et que vous apprenez le coup droit, et ben, au départ, ça ne va pas du tout être naturel. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez décomposer et vous allez planifier votre geste. Vous allez apprendre à le faire correctement. Pardon, il faut que je finisse comme ça, je crois. Donc voilà, vous apprenez à faire votre geste du coup droit correctement. Donc là, vous êtes dans quelque chose de besogneux, quelque chose qui va vous prendre beaucoup d'énergie. Et de la même façon, je donne souvent cet exemple de quand vous avez appris à marcher. Comme moi, quand vous avez appris à marcher, vous aviez autour de 1 an et demi. Et à ce moment-là, quand vous avez appris à marcher, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes levé sur vos petites fesses et... pardon de vous infantiliser de cette façon, je me suis levée sur mes petites fesses et j'ai fait un pas, 2 pas. Et là, j'ai dû avoir un préfrontal qui n'était pas très mature à ce moment-là, mais qui a bossé à fond les ballons. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand on fait un apprentissage et qu'on apprend quoi que ce soit, ça prend beaucoup d'énergie et c'est la seule chose qu'on puisse faire à ce moment-là. Et puis, au bout de 2 pas, hop, je suis retombée sur mes fesses et j'ai fait 3 heures de sieste derrière. Donc, pourquoi j'ai fait 3 heures de sieste ? Parce que justement, ça mange beaucoup, beaucoup d'énergie et parce que ça n'est pas encore automatisé. Et puis au bout d'un certain temps, coup droit ou marche, alors on va revenir sur le coup droit, au bout d'un certain temps, quand on a l'habitude de faire ce coup droit, quand on commence à ne plus avoir à trop réfléchir, à trop penser, et ben, cet apprentissage, il passe en automatique et donc il passe du préfrontal au pariétal. Quand on est plus cool, plus relax avec un apprentissage, on passe du préfrontal au pariétal. Et quand on passe en pariétal, donc là, ça devient automatisé et ça nous prend beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Et à ce moment-là aussi, on a plein d'automatismes comme ça. Nous sommes un ensemble de milliers d'automatismes, voire plus, qui nous permettent aujourd'hui de marcher tranquillement en même temps que nous avons une conversation et nous allons monter des marches, puis peut-être regarder notre téléphone en même temps, parce que la marche est devenue quelque chose de complètement automatique et qui ne nous prend plus d'énergie. Donc, en fait, notre cerveau, peut-être vous m'avez entendu dire ça plein de fois, 90 à 95% de notre activité cérébrale est une activité inconsciente. Donc seulement 5 à 10% de notre activité cérébrale est une activité consciente. Et cette activité inconsciente est hautement automatisée. Donc elle fonctionne beaucoup par ces automatismes. Ce qui fait que donc ça, c'est notre pensée intuitive. Ces automatismes, c'est ce qui va nous dire des types de personnes comme celle-là, j'en ai rencontré plusieurs sans que consciemment je le sache, mais cette personne, je la sens pas. Pourquoi on va dire ça ? Parce que en fait, on a eu cette expérience de rencontrer plusieurs fois un type de personne, soit au niveau de la personnalité, soit au niveau du physique, peu importe, qui ressemble à quelque chose qu'on connaît. Et donc notre cerveau va faire des stats et notre automatisme, il va dire cette personne, prends-la dans tes bras ou fuis-la. Donc ça, c'est l'intuition. Aujourd'hui, on a tendance, étant donné qu'on est dans une ère qui valorise énormément la pensée, l'esprit critique, etc., on a tendance à ne pas écouter cette intuition. On a tendance à se dire « Non, mais j'ai dû penser ça parce que j'étais mal lunée ou parce qu'il faut que je lui laisse une deuxième chance, c'est pas très cool de ma part et tout ça. » Donc on se reprend et puis très souvent, on s'aperçoit qu'en fait, on avait raison à ce premier ressenti. Donc très souvent, notre intuition,
nous donne de bonnes indications. Mais ce qui fait qu'on se plante avec son intuition et qu'on a de moins en moins l'habitude d'écouter son intuition, c'est que justement on se met à rationaliser juste derrière. Et en fait, ma dernière étude par imagerie cérébrale, peut-être que vous avez vu, j'ai écrit quelque chose là-dessus sur LinkedIn. Ma dernière étude par imagerie cérébrale a montré un truc de folie. Qui est, donc on a fait passer une 60aine de sujets dans l'IRM. Ces personnes, on leur a fait passer un test de QI, on leur a demandé leur âge et leur salaire, c'était sur la performance pécuniaire. Et on a fait un rapport salaire sur âge, et lequel rapport salaire sur âge, on a comparé à nos données d'IRM et au QI. Et de quoi on s'est aperçu? De 3 choses super intéressantes. La première, c'est qu'il n'y avait aucune différence significative entre les gens qui étaient les plus performants sur le plan pécuniaire et ceux qui étaient les moins performants sur le plan pécuniaire. Pas de différence de QI. Deuxième résultat, et là on entre dans la neurophysiologie, deuxième résultat, c'est qu'on a vu une énormément plus forte modularité cérébrale chez les gens qui avaient de meilleures performances pécuniaires. C'est-à-dire que la modularité cérébrale, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de fonctionner par petits modules spécifiques et de fonctionner, je ne vous ai pas dit, entre intuition et instinct. La différence, c'est que l'intuition, donc c'est ce ressenti qu'on va avoir, qui est lié donc à la modularité cérébrale, et l'instinct, c'est la mise en acte de cette intuition. C'est-à-dire qu'on passe directement de « je sens » à « j'agis ». Je vois cette personne, je la sens pas, je fuis. Je fais un pari, je me dis, je sens que je vais gagner au loto, je joue. C'est pas, je rentre chez moi, je réfléchis et après je joue. Voilà, c'est vraiment ce ressenti-là. Donc ça, c'est l'instinct. Eh bien, ces personnes-là, les personnes les plus performantes, avaient une beaucoup plus forte modularité cérébrale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui écoutent beaucoup leur intuition et qui ont développé justement ce circuit modulaire beaucoup plus important. Et donc le troisième résultat, c'est toujours un résultat sur le plan neurophysiologique. On s'est aperçu qu'en fait, au repos, c'était une IRM de repos, donc on ne faisait pas faire de tâches aux personnes dans la machine. Eh bien, ces personnes-là, les plus performantes sur le plan pécuniaire, ont activé au repos le même réseau cérébral que vous et moi, on active normalement en situation de prise de décision en situation incertaine. Vous me suivez ? Donc quand nous, on prend des décisions en situation incertaine, quand on arrive à prendre ces décisions, qu'on n'est pas sidéré, qu'on agit, eh bien, on active un réseau cérébral spécifique. Ce réseau-là, eh bien, les plus performants, ils l'activent naturellement. Ça veut dire qu'ils passent vraiment directement de l'intuition à l'instinct. En permanence, ils pensent comme ça. Ils pensent « je sens, j'agis ». Donc, je vais maintenant répondre à la question de Justin, à votre question. Comment on fait pour tirer le meilleur de sa phylocognition? Comment on fait quand on est un super penseur, comme tous les phylocognitifs, mais que justement on est freiné par cette pensée pour agir? Parce qu'en permanence, on va se dire « mais non, il faut que je me pose plus de questions, il faut que je sois plus près, etc. » Comment on fait? Déjà, il faut vraiment s'entraîner, contrairement à ce qu'on vous dit, à ne pas développer d'esprit critique, c'est-à-dire à être vraiment naïf par rapport à ce qu'on vous propose. Aujourd'hui, quand on vous parle d'esprit critique, on vous dit, en gros, on vous dit sois sceptique par rapport à l'information qu'on te donne. Alors c'est vrai qu'on voit des informations dans les médias, etc., qui devraient nous pousser à être beaucoup plus circonspects. Mais en général, dans la vie, quand on vous donne une idée, ne pensez pas, ça ne peut pas être vrai, avant de penser, ok, pourquoi pas. Donc c'est un exercice de flexibilité mentale et de ne pas aller dans l'esprit critique et surtout se pousser à être plutôt dans « je sens » ou « je sens pas » ce qui se passe. Pour exemple, c'est pas un exemple lié à l'esprit critique, mais arrêter de penser ou se forcer à sentir plutôt qu'à penser. Donc mes enfants sont aussi phylocognitifs puisqu'ils ont été élevés, biberonnés par leur maman. Et donc mon fils est joueur de tennis professionnel, on peut dire. Et un jour, il vient vers moi et puis il me dit « Maman, voilà, j'ai le choix entre tel tournoi et tel autre tournoi. Alors, il y en a un qui est un peu plus loin, mais la surface du terrain, c'est une surface qui me convient à fond. Et puis, il y a l'autre qui est plus près, mais c'est une surface qui me convient bien, etc. » En général, qu'est-ce que je lui réponds ? Je lui réponds « Qu'est-ce que tu sens ?» Et là, il me répond, je sais pas, parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai fait les pour et les contre des deux. Non.
En fait, je t'ai pas demandé ce que tu pensais, je t'ai demandé ce que tu sentais. Et ça, c'est un exercice très, très difficile pour un philo-cognitif que de ne pas faire ces deux colonnes, la colonne A et la colonne B. Nous, on est vraiment des as de la colonne A et de la colonne B, en général, les philo-cognitifs. On en fait des colonnes et des colonnes toute sa vie, tout le temps. Et bien ça, il faut éviter en permanence. Il faut éviter. Donc, être beaucoup plus naïf par rapport à la vie, je dirais. Éviter l'esprit critique. Et puis, se forcer à agir. Et un autre exemple que je donne très souvent, c'est comme on me dit, à juste titre, on me dit, mais vous écrivez des livres. Donc en fait, votre boulot, c'est vraiment de réfléchir et de raisonner en permanence. Donc comment ça se passe le truc, puisque votre pensée, ça ne doit pas être si handicapant pour vous. Et donc je réponds, je me trouve très souvent devant la fameuse page blanche, qui n'est pas une angoisse pour moi, parce que j'ai un truc. En général, quand un auteur se trouve devant la page blanche, je ne sais pas s'il y a des auteurs parmi nous, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à mouliner et à se dire, oh là là, mais je suis pas prêt pour écrire. Il faut que j'aille rechercher beaucoup plus d'informations, il faut que j'aille prendre des notes quelque part, il faut que j'ai plus de connaissances pour pouvoir écrire. Ça, c'est vraiment la réaction première du philo-cognitif. Et bien moi, je me dis pas ça. Je me dis, lance-toi, vas-y, écris n'importe quoi. Donc je me mets à écrire n'importe quoi. Alors c'est pas ma liste de courses, c'est n'importe quoi sur mon sujet. Donc j'écris n'importe quoi sur mon sujet. Et au départ, quand je commence à écrire, ça n'a pas de sens. En fait, au départ, les quelques premières phrases, ça veut rien dire, ma pensée est complètement confuse, etc. Je me chauffe et même parfois je le fais avec vous. Parfois quand j'ai des questions que je dois répondre, parfois je pourrais être sidérée, me dire en fait je sais pas répondre à ça, ou je manque de connaissances, etc. Et puis je me lance, les 2-3 premiers mots, peut-être ça m'est arrivé là probablement, ça n'a pas de sens, et puis après ça commence à s'écrire devant moi. Et donc cette page blanche, c'est ça, et vraiment je n'ai depuis bien longtemps pas eu cette angoisse de la page blanche, parce que je m'empêche de réfléchir. Mais ça ne vaut que quand on a eu les automatismes avant, que quand on s'est entraîné, quand on est passé en pariétal. Parce que si, je sais pas, vous savez pas du tout jouer au tennis et que vous dites, je me lance, j'apprends pas, je vais faire un match contre Federer là, et que vous vous lancez comme ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne que si vous avez les automatismes de pensée ou les automatismes psychomoteurs.